Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance ? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Dans ce numéro, je pars à la rencontre de la romancière Émilie de Turckheim. Quand on me demande toujours, souvent dans les interviews, alors est-ce que vous êtes pour ou contre les liseuses, les machins ? Et en général, on répond poliment, ah bah oui, c'est pratique, mais moi j'aime bien les livres. Et moi, je réponds pas poliment, c'est pratique. Je dis non, c'est terrible, c'est abominable. Parce qu'un livre, c'est vraiment un objet, comme un objet rituel religieux presque. Ça veut dire que même si on n'en fait rien, il y a quelque chose qui irradie, c'est une présence, comme une amitié. Et très souvent, d'ailleurs, les gens ont des bibliothèques entières de livres qu'ils ne reliront jamais, qu'ils n'ouvriront plus jamais. Sociologue de formation, Émilie a un parcours pour le moins atypique. Elle a réalisé des recherches sur la prévention du sida et enseigné le français en prison. Et elle est également modèle vivant pour des peintres et des sculpteurs. Et bien sûr, elle écrit. De la poésie, souvent, mais aussi des romans et des récits toujours surprenants, comme le dernier, Le prince à la petite tasse, publié chez Calman Levy. Figurez-vous que pendant près d'un an, Émilie, son compagnon et leurs 2 enfants ont accueilli chez eux Reza, un réfugié afghan d'une 20aine d'années. Et pendant près d'un an, elle a consigné au jour le jour l'histoire de cette rencontre étonnante et riche d'enseignements. On parle sans cesse des migrants dans l'actualité. Le prince à la petite tasse aborde le sujet avec un regard plein de tendresse et d'humour, avec humanité tout simplement. Bonjour Émilie de Turckheim. Bonjour. Alors, c'est très particulier pour ce podcast puisqu'on est carrément chez vous. On n'est pas dans un studio, ni dans un café, ni dans une maison d'édition. On est dans votre appartement, qui est le théâtre de votre dernier livre, Le prince à la petite tasse. Est-ce que vous pouvez m'expliquer justement pourquoi il est le théâtre de ce livre, cet appartement ? Ah oui, alors il est le théâtre, il est même un personnage du livre presque. Pendant 9 mois, presque 10 mois, le papa de mes enfants, moi et mes enfants, avons accueilli un jeune homme afghan prénommé Reza, un jeune réfugié, et nous avons passé donc tous ces mois proches les uns des autres dans cet appartement. Donc là, quand je le regarde parce qu'il est autour de nous, je vois chaque petit bout de canapé, de chaise, de table, de bout de lit superposé, et je revois ce garçon, je nous revois tous ensemble, donc oui, nous sommes au centre, sur le feu du lieu. Et pour les gens qui nous écoutent, c'est encore plus particulier puisque il est question d'une table en formica rose sur laquelle vous écrivez vos romans. Là, on fait l'interview sur cette table en formica rose qui est un peu le lieu de l'inspiration. Voilà. Donc cette table, on pourrait croire que c'est un objet de déconcentration, tellement ce rose est abominable. Mais moi, il m'est très sympathique et je sais pas, ça me fait penser à la cuisine en formica de ma grand-mère et j'étais, voilà. Je lui ai fait une place d'honneur dans ce livre, à cette table. Parce que la table, c'est le lieu familial où on se retrouve pour prendre un thé, discuter, prendre nos repas. C'est là où j'écris, donc ça a l'air anecdotique comme ça, mais en fait, c'est un vrai territoire pour moi. Alors, mon podcast s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Et j'en ai fait même une question pour mes invités, parce qu'ils ont le droit de ne pas être d'accord. Alors, je vous pose la question, Émilie. Est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux, d'après vous ? Alors, les gens qui lisent, en tout cas, peuvent sans fin échapper au malheur. C'est-à-dire que vraiment, moi, dans des petits moments, on va dire, de mélancolie, c'est toujours une sorte de consolation très douce de me dire, en fait, il y aura toujours un livre où te plonger, ou habiter, ou rencontrer des gens qui vont prendre voix, qui vont prendre chair. Et donc, oui, plus heureux au sens où ça ouvre une infinie possibilité d'échapper à plein de petites tristesses, contrariétés, tragédies parfois. Donc, bien sûr, plus heureux au sens de la liberté, quoi, au sens de la possibilité de faire des rencontres innombrables. Dans le livre, vous dites pourtant que vous n'avez pas toujours aimé les livres, que vous en aviez peur, petite fille ou adolescente. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ça ? Parce que ça peut paraître étonnant de la part de quelqu'un qui a fait des livres son métier. Oui, alors il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, je vivais quand j'étais au début de l'école primaire aux États-Unis. Et j'ai eu un mal fou
en rentrant en France, à lire la langue française, que je trouvais extrêmement compliquée, qui ne s'écrivait pas du tout comme elle s'entendait. Et j'ai été très admirative, pour pas dire presque, je sais pas, jalouse de voir la facilité avec laquelle les enfants autour de moi pouvaient lire des pages entières, des livres, se raconter leur lecture. Et c'est fou parce que à la fois je sentais très fort que c'était un monde entier les livres et que je me sentais complètement attirée, fascinée par les livres, mais j'avais presque l'impression de ne pas les mériter, comme si quelque chose en moi butait devant le livre par un mélange de trop grand respect et de sentiment que c'était insurmontable. Et en fait, c'est une bonne chose, je réalise aujourd'hui, parce que moi je vais beaucoup dans des lycées rencontrer des jeunes, j'anime des ateliers d'écriture avec eux et je constate qu'ils lisent peu et que la lecture pour eux est elle aussi insurmontable. Et je connais très très bien ce sentiment. Donc c'est pratique parce que je suis dans une position tout à fait convaincante pour leur dire si vous n'arrivez pas à lire, si ça vous semble ennuyeux, insurmontable, chiant, lisez, forcez-vous, lisez comme des tarés, insistez. Si vous trouvez ça chiant, insistez. Et si vraiment vous trouvez ça chiant, insistez encore. Et voilà, vraiment cette idée qu'il y a un moment où ça jaillit, où ça s'ouvre. Et alors là, là, effectivement, c'est le bonheur assuré. Mais ça peut avoir un coût. Il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui ont été de grands lecteurs. C'est très souvent lié. Très tôt dans l'enfance, ont une grande facilité à lire. Et alors on ne comprend pas, on a du mal à se mettre à la place de ceux pour qui la lecture, c'est une montagne à surmonter, c'est très attirant et très effrayant. Donc ça, c'est important de le ressentir parce que pour moi, ça me rend triste, je trouve ça terrible de me dire qu'il y a plein de gens qui ne liront pas parce qu'ils ils se seront pas battus avec cette période un peu compliquée de rencontre avec les livres. Et alors que pour le coup, une fois que ça c'est surmonté, voilà, c'est inestimable ce qui s'offre à eux. Pour se mettre à lire, souvent on a besoin d'un passeur, de quelqu'un qui vous transmet la passion, voire le virus. Est-ce que il y a quelqu'un qui vous a aidé à déclencher ça, ou est-ce que c'est venu toute seule ? Non, c'est venu, je crois que c'est venu seul. Il y a toujours eu des livres chez moi, chez mes parents, mais je les ai peu vus lire, je réalise. Enfin, les souvenirs que j'ai de lecture, c'est des souvenirs très solitaires et très beaux, notamment un livre quand j'étais petite fille qui s'appelait La Steppe Infinie de Esther Hautzig, qui doit être derrière vous là d'ailleurs dans la bibliothèque. Et je me souviens que ça me plaisait tellement, j'avais tellement peur que le livre se termine que j'économisais les pages. Donc j'étais sur la plage à Antibes chez mes parents et je me souviens c'était l'hiver, j'avais un gros pull en laine, c'était pas du tout pratique de lire dans ces conditions, mais je trouvais ça très romantique et bon. Et vraiment, je cornais la page jusqu'à laquelle j'avais le droit de lire pour en garder pour le lendemain. Il parle de quoi ce livre ? C'est marrant parce que je pense que je me suis pas rendu compte. Moi, le souvenir que j'en avais, c'était une petite fille en Sibérie qui dormait au-dessus du poêle et je trouvais ça incroyable, ses bottes en fourrure, la neige à perte de vue, ce climat de chaleur autour d'une sorte de foyer, sa famille, bon. Et en fait, bien plus tard, peut-être 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard, je lis par curiosité le résumé, parce que j'avais jamais relu ce livre, et je me rends compte que c'est une famille qui était exilée au goulag, pendant les purges staliniennes, et ça, je m'en étais absolument pas rendu compte. Mais tout en ne m'en rendant pas compte, j'avais l'impression de quelque chose pas de dramatique, mais qu'il y avait quelque chose d'absolument essentiel et qui faisait que cette petite fille réussissait à profiter de choses tellement anodines et minuscules comme la neige, le réconfort du feu, enfin comme s'il avait fallu un grand bouleversement, un grand drame pour arriver à se réchauffer autour de ces choses si simples. Mais c'était un sentiment en tout cas très inconscient parce que moi j'avais juste l'impression d'une famille qui vivait en pleine nature en Sibérie sans me poser aucune question. C'était l'impression de voyager, de partir là-bas, de vivre une autre vie que la vôtre ? Oui, celle du voyage. J'ai adoré lire Jack London jeune. Donc moi, la question
la question du voyage, elle a été centrale quand j'étais toute jeune, quand j'étais, même avant, mais en tout cas dès que j'ai été étudiante, dès que j'ai eu 18 ans et que j'ai eu le droit de partir loin toute seule, je n'ai fait que ça. C'est-à-dire que je passais mes années à la fac à économiser, à donner des petits cours. Je me rappelle que j'étais avec ma meilleure amie et les autres se foutaient de nous en disant qu'on mangeait des sandwichs au pain, parce que pour pas dépenser d'argent, on mangeait des tranches de pain avec rien dedans, donc c'était des sandwichs au pain. Et en fait, on économisait, on faisait des calculs à longueur de temps pour savoir où on pouvait partir. Et on est parti au Pérou, en Bolivie, au Chili. Enfin, dès qu'on avait du temps, on partait. Et c'était la préparation du voyage. C'était un rêve absolu, comme quand on lit un roman. C'est-à-dire qu'on y était déjà. On savait exactement dans quel petit village on allait s'arrêter, quel bus on allait prendre, combien coûtait le bus. On était là avec nos guides de voyage et tout. Sur place, alors là, on se rend même pas compte de ce qui se passe parce que comme souvent, les sensations de jeunesse très fortes, il y a un drôle de mélange où on est complètement immergé dedans, donc on réalise rien, c'est complètement sensuel, c'est pas du tout, voilà, ça passe pas par le cerveau, quoi. Et après, en fait, ça reste comme une sorte de trace à vie. Moi, je reviens toujours à ces voyages dans mes rêves. Et aujourd'hui, c'est très mal, je fais rater l'école à mes enfants pour qu'on se barre en voyage en tête à tête. Donc voilà, on prend 2-3 jours et je pars avec mon fils. On en est parti à Londres, on est parti à Venise, on est parti une semaine entière en Israël en ratant 5 jours d'école l'année dernière. Et ça, pour moi, c'est cette espèce d'école buissonnière. C'est le sentiment le plus vif, le plus puissant de liberté que je connaisse. Et dans ces cas-là, on emmène des livres ou on coupe complètement pour profiter vraiment de l'instant et des paysages qu'on traverse? Alors, moi, j'apporte toujours des livres. Et ce qui est drôle, c'est que j'apporte des livres qui, en général, n'ont aucun rapport. Ce qui fait que ça fait un drôle de mélange. Je me souviens, j'étais partie au Pérou avec Par-delà le bien et le mal de Nietzsche, auquel je ne comprenais rien, et je le lisais, je me souviens, dans une auberge de jeunesse à Arequipa, donc au sud du Pérou, et ça faisait un mélange tellement étrange, mais pour moi, toute ma vie, Nietzsche sera associé au sud du Pérou, et c'est très marrant, ça fait des mariages improbables. Je me souviens d'avoir lu Nabokov au Vietnam, et il faisait une chaleur incroyable, c'était en pleine mousson en plus, donc une humidité folle, et cette humidité mélangée à cette espèce de sensualité sulfureuse de cette relation, c'était Lolita que je lisais. Finalement, voilà, on trouve des passerelles, on arrive à relier des paysages qui n'ont rien à voir, mais comme on est dans cet état vraiment aiguisé, très sensoriel, l'esprit, le corps trouve plein d'échelles. Et ça, c'est un truc que j'adore dans la lecture, c'est qu'à la fois on est nulle part, au sens où on est tellement plongé dans le livre qu'on fait plus attention à son environnement, et en même temps, le lieu, l'âge, le moment, est-ce qu'on lit en pleine nuit, est-ce qu'on lit tôt le matin, ça vient se loger dans le texte. Et parfois, on relit un livre et on se dit « Ah, je me souviens, j'étais dans le train, j'allais à tel endroit, et puis je pensais à telle chose, et j'avais... » Donc, j'aime bien ça, que, en fait, c'est pas une petite... c'est jamais une petite fiole sèche, isolée, quoi. C'est toujours mêlé à soi, à l'âge auquel on lit, voilà. Dans votre appartement, autour de moi, derrière moi, il y a une bibliothèque avec plein de livres. J'imagine que ce sont vos préférés dans le livre. Je vous expliquais que ça vous arrive régulièrement de donner des livres. Oui. Ceux que vous gardez, c'est ceux que vous aimez relire, c'est ceux auxquels vous avez associé des souvenirs bien particuliers. Pourquoi il y a ceux-là et pas d'autres? Alors, je pense qu'il faudrait à peu près 8h35 pour répondre à cette question. Parce que y a eu plusieurs méthodes amoureuses avec les livres, j'ai remarqué dans ma vie. J'ai cherché des façons de les ranger. Parce que là, donc il y en a ici, il y en a dans l'entrée, il y en a dans ma chambre, dans la chambre de mes enfants, mais qui sont à moi. Il y en a là de l'autre côté du salon. Un peu partout, vous voyez, dans les petites niches, les trous, Bon. Et il y a eu... Donc les différentes méthodes, ça a été de se dire, est-ce que c'est un ordre alphabétique? Parce que comme ça, on trouve vite les livres. Et ça, c'est hyper triste parce que ça n'a rien à voir avec soi, l'ordre alphabétique. C'est comme à l'école, on sait qu'on va se faire interroger parce que je m'appelle Turkem, on est vers la fin de la liste, ça va me tomber dessus, donc j'aime pas cette idée. Après, il y a la question thématique. Donc, la poésie d'un côté, j'adore la poésie, j'en ai beaucoup. Donc, hop, on fait un coin poésie, puis un coin roman, et puis un coin sciences sociales. Et en même temps, il y a une chose qui résiste en moi et qui dit, mais c'est absurde. Tout ça, c'est totalement mélangé. La poésie, on la trouve dans les textes de sciences sociales de façon mais vertigineuse.
qu'est-ce que c'est que cette manière de foutre chacun dans un petit coin. Donc ça va pas non plus. Après, il y a la méthode de mon ami écrivain Jean Rouault, qui est la garde rapprochée. Ça veut dire on jette tout et on garde les 300 livres qui sont le plus proches de soi, qui sont comme des copains, des amis. Et à la seconde où on veut lire, on sait exactement où il est parce qu'il n'y en a pas beaucoup et on trouve la page. Bon. Et la garde rapprochée, je me suis rendu compte que c'était peut-être quelque chose qui arrivait plus tard, parce que moi, j'ai pas encore l'âge où je connais tout à fait ma garde rapprochée. Ça veut dire que les livres dont je me sens proche une année, 5 ans plus tard, c'est plus forcément les mêmes. Bon. Donc, j'en suis arrivée à la méthode totalement foireuse et merveilleuse, qui consiste à ne plus du tout les ranger, les mettre n'importe où, passer un temps fou à les trouver. Mais justement, quand on cherche un livre, il se passe un truc marrant, c'est qu'on en trouve d'autres. Si on sait où est le livre, on va droit vers lui. C'est comme si on avait son adresse ou son numéro de téléphone. Alors que quand on cherche, on retombe sur des bouquins et c'est là que naît le désir de se dire « Ah, mais je l'ai jamais lu celui-là, maintenant j'en ai envie. Ou tiens, j'aimerais tellement le relire. » Donc derrière vous, là, c'est un peu particulier parce que je les ai vraiment tous lus, ceux-là. Mais voilà, j'aime bien en fait maintenant que plus rien ne soit rangé et voilà, faire des trouvailles. Et puis alors, il y a les livres offerts. Là, c'est que des livres qui m'ont été donnés. Et vous l'avez pas lu? Si, j'en ai lu plein. Mais à chaque fois, ça me rappelle le moment du cadeau, pourquoi il m'a été offert, qui me l'a offert et tout. Donc ça aussi, c'est un autre rapport au livre qui est moins celui du livre que celui de la façon dont on se transmet les livres qu'on aime. Alors j'aime bien les avoir sous le nez. J'imagine que le virus du livre, il est partagé par tout le monde dans la famille, non? Votre compagnon et vos enfants. Alors on lit, pour qu'il y en ait partout comme ça autour de nous, c'est que tout le monde y trouve son compte. Non? Alors on lit beaucoup, mais c'est marrant, c'est que les enfants, je leur ai jamais dit de lire. J'ai jamais prononcé, je crois, cette phrase. Parce que je crois que j'ai conscience du fait que c'est peut-être un peu envahissant aussi d'avoir des livres partout, et que si moi je me souviens de moi enfant, ça a été très dur, l'apprentissage de la lecture. Donc je les laisse vraiment picorer. S'ils ont envie de lire des BD, c'est super, ils lisent plein de BD. De fait, en fait, ils lisent beaucoup et 1000 fois plus que je ne lisais à leur âge. Mais pour moi, c'est un truc tellement émouvant, en fait, de les voir prendre un livre et aller se mettre dans un coin et voilà, plonger là-dedans pendant 1 heure. Après, il y a aussi un contexte, je sais pas comment dire, familial. C'est qu'on n'a pas de télé, ils n'ont pas d'écran, ils n'ont pas de jeux vidéo, ils n'ont pas tout ça. Donc c'est aussi le réflexe des enfants qui n'ont pas toutes ces choses très attirantes et très contemporaines d'écran qui lumineuse. Fait que... Oui, alors lumineuse, mais le mot est à double tranchant parce que c'est lumineux et puis ça brille, ça attire et ça éblouit un peu. Mais du coup, voilà, il se tourne aussi vers les livres parce que quand on est enfant et que c'est dimanche après-midi, on s'ennuie un petit peu. Si on n'a rien d'autre à faire, le livre, c'est la pente naturelle, quoi. Et Reza, alors, le héros de votre... Oui. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est un héros, en tout cas c'est... Ah si, quand même hein. C'est un héros peut-être davantage par sa vie à lui que par le rôle que vous lui donnez dans le livre. C'est que c'est un jeune garçon qui a traversé le monde, quasiment, pour venir jusqu'en France. Les livres, vous lui en parlez assez peu finalement. Alors, pour une bonne raison, c'est qu'il maîtrise assez mal le français, à l'oral, alors j'imagine même pas à l'écrit. Ouais. Est-ce que c'était frustrant ça, de ne pas pouvoir partager avec lui la passion des livres au départ? Alors, c'est drôle que vous me disiez ça parce que moi j'ai eu un sentiment tout inverse. C'est que alors qu'on n'avait aucun mot en commun presque dans la langue française et que lui, par son histoire personnelle, c'est-à-dire qu'il a dû quitter l'Afghanistan en guerre à l'âge de 12 ans et que du coup il n'a jamais été scolarisé, il n'a jamais eu de livre dans sa vie en fait. Il est allé en Iran, puis en Turquie, en Grèce, il a traversé toute l'Europe, il s'est caché sans cesse pendant 10 ans. Pour lui, ça n'est pas un objet familier, c'est pas son univers, le livre. Et malgré ça, quand il est arrivé à la maison, il était complètement fasciné par les livres. Et c'est quand même la seule personne de mon entourage proche qui se soit mis à me demander, me voyant écrire, pourquoi tu écris, pourquoi on invente des histoires, pourquoi on écrit des livres, pourquoi il y a des gens qui lisent et des gens qui lisent pas, pourquoi et comment on écrit de la poésie. Et c'était fou parce que ces questions, il me les posait et je sentais que c'était très très important que j'y réponde parce que le fait que intuitivement, il s'intéresse à ces objets qui étaient autour de nous, à cette question du livre, alors je me sentais presque investie d'une mission parce que je me disais mais c'est super important. Moi, c'est mon rapport le plus immédiat et précis au monde.
l'écriture, le livre. Et lui, il n'a pas ça dans sa vie, mais tout de suite, il se sent intrigué, attiré par tous ces livres. À tel point que c'est quand même lui qui m'a ramassé, vous la voyez, elle est là-bas en fait. Il m'a ramassé une penderie sur un trottoir, parce qu'il ramassait tous les meubles partout dans la rue qu'il trouvait, il nous les ramenait à la maison. Et il me l'a foutu là en plein milieu du salon en me disant pour tes livres, parce que j'avais des livres partout qui traînaient. Bon. Alors, elle est pas pratique du tout. Alors elle n'est pas pratique du tout, mais c'est justement. l'intention qui compte. Non seulement c'est l'intention, mais c'est hyper beau justement que ce soit pas le meuble le plus adapté, parce que en plus vous voyez ça a une petite forme de maison parce qu'elle a un toit cette penderie. Donc voilà, c'était une petite maison dans la maison pour les livres. Tout comme il est allé dégoter, je sais pas où, il a trouvé une vieille machine à écrire Hermès 3000 qu'il a offerte à mes enfants, et il m'a dit c'est pour qu'ils fabriquent des livres. Et c'est devenu un truc vraiment important entre nous, cette question des livres. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'ai ressenti avec les livres, c'est que même si on ne les lit pas encore, même si c'est pas pour maintenant, il y a la présence vraiment de ces objets de livres. Donc quand on me demande toujours, souvent dans les interviews, alors est-ce que vous êtes pour ou contre les liseuses, les machins ? Et en général, on répond poliment, ah bah oui, c'est pratique, mais moi j'aime bien les livres. Et moi je réponds pas poliment, c'est pratique. Je dis non, c'est terrible, c'est abominable, parce qu'un livre, c'est vraiment un objet, comme un objet rituel religieux presque. Ça veut dire que même si on n'en fait rien, il y a quelque chose qui irradie, c'est une présence, comme une amitié. Et très souvent d'ailleurs, les gens ont des bibliothèques entières de livres qu'ils ne reliront jamais, qu'ils n'ouvriront plus jamais, jusqu'au jour de leur mort. C'est pas pour ça qu'ils jettent tous les livres, parce que la présence vivante de ces livres autour d'eux, ça suffit. Ça suffit au sens, ça leur suffit, ça nous comble. Donc oui, pour vous répondre, Reza, c'est vrai que peut-être c'était frustrant de ne pas pouvoir parler de livres au sens, je sais pas, précis du terme, de ce qu'il y a dedans, etc. Mais en tout cas, la question de pourquoi on écrit, finalement, c'était très très beau que ce soit ce jeune homme qui a fui la guerre comme ça, qui est venu de si loin, qui soit celui qui me pose ces questions tellement, tellement centrales sur le rôle des livres, sur ce qui fait en fait que les livres nous relient les uns aux autres. Et pour son premier, il est arrivé au mois de février, début mars, c'était son anniversaire, et je lui ai offert un livre d'estampes du peintre japonais Hiroshige, et je le voyais tourner les pages, c'était des pages en accordéon, et il avait une sorte de minutie et d'attention hyper belle, et je me disais, voilà, en fait, le livre, c'est pas forcément tout de suite... on devient des experts du livre et de savoir raconter un livre et tout. Mais quand on aborde les livres ou qu'on est tout jeune et qu'on les voit pour la première fois, c'est d'abord une rencontre physique en fait. C'est tourner des pages, c'est les toucher, c'est regarder, c'est ressentir ce qui se passe quand on fait ça sans même rien comprendre. Moi, le nombre de livres que j'ai lus sans rien comprendre, et peu importe, quand j'avais, 13 ans, 14 ans, des livres qui n'étaient pas du tout de mon âge, comme on dit, je sais pas, je m'étais prise une passion pour les livres de philo, donc je prenais plein de livres de philo partout, et je me rappelle que l'espèce de flou dans lequel j'étais, c'était pas une frustration en fait, c'était une sensation très douce de se dire t'es emporté dans quelque chose, tu comprends 2-3 choses, c'est pas, voilà, peu importe. Et ça je le dis toujours aux lycéens que je rencontre, c'est quand ils me disent mais j'ai rien compris, je dis en fait t'as pas rien compris, tu as lu et toi, ton corps, ton esprit à toi a repéré plein de choses, il t'en restera plein de choses, tu le sais même pas forcément encore pour l'instant, et on lit tous comme ça. Chaque lecteur a une lecture qui est jamais exhaustive, qui est jamais semblable évidemment à celle de son voisin, et c'est quand même ce rapport qu'on a qui est complètement personnel au livre, personnel au sens où finalement on ne sait jamais ce qu'une personne qui lit voit comme image, ressent. Donc c'est à la fois une sorte de partage hyper beau qui nous relie, et en même temps ce sentiment très très singulier de se dire moi je mélange ma voix et mon corps à ce livre, et donc j'en fais un autre livre. Et chaque livre lu est vraiment unique au monde. En vous écoutant, je sais pas si c'est la peine de poser la question, mais est-ce que pour vous il n'y a rien de plus fort que les livres ? Est-ce que la musique et les films, c'est pas mineur, mais c'est moins puissant ? Alors, ça peut-être que ça me correspond moins, mais moi je suis quand même très très cinéphile, donc j'ai un rapport au cinéma assez... ouais. Et vous regardez des films en famille, hein, vous avez des soirées... Oui, beaucoup. Ouais. Non, le cinéma c'est un truc très important pour moi, parce qu'il y a là pour le coup quand j'étais petite déjà, enfin voilà, là j'ai des souvenirs beaucoup plus de cinéma étant enfant que de lecture. Mais je crois que la lecture, quand on a quand on a un rapport très
foisonnant, quoi. L'imagination, c'est assez merveilleux le livre parce que ça laisse tellement d'ouverture. Tout, voilà. Il y a quelque chose évidemment d'un tout petit peu plus, comment dire, un peu plus fermé, un peu plus saturé dans l'image. L'image, que ce soit l'image du cinéma ou même d'une certaine manière, moi j'adore la peinture. J'emmène beaucoup mes enfants au musée pour qu'on dessine tous ensemble. On dessine très mal, mais on adore ça. Et je me rends compte que finalement, ce qui me plaît dans la peinture, alors que l'image est entièrement là sous mes yeux, millimètre par millimètre, c'est l'espèce de tremplin d'évasion que c'est pour moi. Et ça a toujours été ça pour moi, les images. Les images, c'est jamais aussi figé que ça en a l'air. C'est toujours la possibilité d'être ailleurs et du coup de partir très loin par rapport à cette image. Donc je ne pourrais pas répondre de façon comme ça définitive que pour moi la lecture elle est plus précieuse, plus importante ou que c'est un art plus majeur, pas du tout en fait que le cinéma. C'est juste que ça correspond mieux à ma nature un peu rêveuse, un peu lunaire. Alors, pour revenir au Prince et la petite tasse, ce qui est intéressant, je me suis demandé quand était née l'envie de raconter ce que vous viviez avec Reza, parce qu'après tout, c'est une décision que vous prenez en famille, pour des raisons d'engagement moral, peut-être philosophique. On n'a pas forcément besoin de le raconter. Et d'ailleurs, vous expliquez dans le livre que vous êtes, au moment où il arrive, vous êtes en train d'écrire L'Enlèvement des Sabines, un roman, une vraie fiction, qui est sorti un peu en début d'année. Et j'ai l'impression, alors vous allez m'expliquer, mais j'ai l'impression que le Prince et la petite tasse, il s'est glissé, et vous écrivez de la poésie aussi en permanence, et que ce récit, cette sorte de journal de bord, il s'est un peu imposé de lui-même, il s'est glissé il s'est imposé de lui-même. Comment est-ce qu'il est né en fait par rapport à toutes les choses que vous aviez déjà en projet? Alors oui, donc j'étais en train d'écrire un roman, effectivement j'écrivais aussi de la poésie à ce moment-là, mais il se trouve que moi depuis que j'ai 12 ans, j'écris un journal tous les jours. Depuis l'élection de Bill Clinton en 92. Vous aimiez ce président en particulier? Pas du tout, mais je me souviens quand j'ai commencé à écrire, il a été élu et c'était le scoop dans mon journal. J'avais l'impression de détenir une nouvelle, une sorte d'inédit. Et donc voilà, j'ai toujours écrit un journal. Donc ça n'avait rien de particulier pendant la présence, pendant que Reza était présent parmi nous, d'écrire tous les jours un journal. J'ai toujours fait ça en fait pour garder des traces, des dialogues, des petites choses qu'on oublie au fur et à mesure parce que c'est impossible de se souvenir de ce qui fait nos journées. Et pour moi c'est terrible en fait d'imaginer tout ce qu'on ne cesse pas d'oublier. Donc j'ai cette sorte de névrose du journal c'est jamais très agréable je trouve d'écrire un journal. Il y a toujours quelque chose d'un petit peu répétitif ou bon, mais évidemment ça a à voir avec l'avenir en fait. Un journal c'est la question de relire un jour et de pouvoir se replonger dans des moments qui sans ça auraient disparu. Donc quand Reza a quitté la maison, je pense que j'étais un peu triste de son départ et que j'ai eu l'espèce de réflexe tout de suite de relire toutes les pages qui concernaient cette année passée ensemble. Et c'était écrit d'une façon pas très, c'était très brut de décoffrage, quoi. C'est écrit de façon télégraphique. Bon. Et pourtant, en relisant toutes ces journées-là, j'étais complètement bouleversée. En fait, j'ai pleuré en lisant tout ce journal. J'avais oublié les 9/10 des choses qui s'étaient passées à chaque journée. Et ça m'a fait rire, ça m'a touchée. Je m'étais presque pas rendu compte que j'avais écrit ça. C'est comme si je lisais un texte avec l'impression de l'avoir jamais écrit. Ce qui est très étrange. Parce que ça faisait partie de nos journées, je notais que ça comme ça au fur et à mesure, j'y prêtais pas attention en fait. Et donc quand j'ai relu ça et que j'ai vu dans quel état d'émotion ça me mettait, j'ai eu très très envie de partager, pas ce texte, mais en fait cette expérience de vie ensemble. Et du coup j'ai repris tout ce texte en gardant journée par journée. Évidemment je n'ai rien ni retranché ni ajouté. Retranché c'est pas vrai, j'ai retiré 2-3 petites choses. Mais rien ajouté, ça c'est sûr. Et voilà, pour que la forme aussi de ce texte soit un peu à l'image de tout ce que j'avais ressenti en famille, cette joie des enfants, leur curiosité avec Reza, et ce qui fait aussi que on peut pas
quand on parle comme ça d'un livre, il faut en quelques phrases finalement, je sais pas, c'est pas le résumé, mais il y a quand même cette espèce d'idée qu'on va pouvoir dire c'est ça ce livre. Et ben non, en fait, quand on est dans le quotidien, on se rend compte que c'est ça qui compte. Ça veut dire c'est minute après minute, c'est ce qu'on s'est dit, c'est les rires, c'est apprendre au fur et à mesure tous les pays qu'il a traversés, c'est se rendre compte de toutes ces absences autour de lui, de toute cette famille qu'il a perdue, le mélange ultra violent de savoir que son père a été assassiné quand il était tout jeune, il n'a pas vu sa mère depuis 10 ans, il ne sait pas si elle est morte ou vivante. Donc il y a ces éléments de vie tellement écrasants, quoi, tellement durs, tristes, et en même temps ça se mêle à notre vie de tous les jours d'une façon qui rend très optimiste, parce qu'on se dit, on a ça en nous, en fait, comme être humain, de pouvoir, heureusement, renaître d'un paquet de cendres, quoi, parce que quand on voit ce qu'a été sa vie, je veux dire, quand même être accueilli nulle part, chassé pendant 10 ans, se retrouver... c'est quand même un garçon qui a traversé toute l'Europe, caché sous un camion, qui a manqué de se tuer je sais pas combien de fois, vu le danger du voyage, qui évidemment a connu la faim, le froid, enfin tous ces mots qui voilà, on a déjà eu un peu froid, nous on a déjà eu un peu faim, mais là il s'agit d'une toute autre faim, d'un tout autre froid, et voilà. Mais en même temps, le fait de vivre ensemble, d'apprendre à se connaître et de voir qu'on peut parler de tout ça sans que ce soit un tabou dramatique qui fait que l'autre il n'est plus que ça, il n'est plus que cette malheureuse personne réfugiée qui a tout perdu, et alors on l'enferme dans cette espèce de tragédie dont nous on sort indemne. Bah c'est pas vrai, en fait, c'est beaucoup plus drôle que ça, c'est beaucoup plus subtil, en fait, dans son trajet là, pendant toutes ces années de fuite, mais il a rencontré énormément de gens qui lui ont tendu la main, il y a eu plein de moments de joie, plein de rencontres, il s'est converti, ce qui est assez drôle, au protestantisme en Norvège. Bon, il se trouve que moi, je suis protestante et que je suis la seule personne à avoir une pratique religieuse dans ma famille ou dans mon entourage. Donc, c'était complètement fou que ce garçon venu d'Afghanistan, je me retrouve en face de lui à Paris et que on se retrouve à aller ensemble au temple. Ça, j'aurais pas misé là-dessus, quoi, avant qu'il arrive. Donc, c'est ça aussi, c'est de se rendre compte que quand on résume les gens à leur statut de migrants, et ben en fait, on fait un truc hyper violent qui est d'annuler ce qu'est une personne singulièrement. Et nous, on trouve ça normal de considérer qui on est personnellement, quels sont nos rêves, ce qu'on veut faire de notre vie, quelle famille on construit, quelle absence de famille on construit. Toutes les décisions qu'on fait, on trouve ça extrêmement important, et on se prend au sérieux soi-même, pas au sens prétentieux du terme, mais au sens où on voit bien ce que ça veut dire que de sentir qu'on est un être humain en entier. Et là, c'est comme si... ça s'effaçait, ça, de notre vision du monde, et qu'on n'arrivait plus à voir cette singularité chez l'autre. Donc pour ça, c'est vraiment merveilleux, en fait, d'avoir cette chance d'avoir beaucoup de temps. C'est une histoire de temps. En fait, on peut pas en 10 minutes ou en 1 heure rencontrer quelqu'un. Donc le fait qu'on ait passé cette année ensemble, ça permet ça permet une profondeur d'entente, de contact, de découverte, qui est impossible quand on regarde le journal télévisé et qu'on voit juste 50 personnes ou 150 personnes sur un radeau échouer sur une côte européenne, et que la seule réaction qu'on peut avoir, c'est soit un sentiment d'horreur, soit parfois pour certains un sentiment de rejet ou je ne sais pas, d'hostilité. Enfin, quelle que soit en tout cas la réaction, elle est un peu à l'emporte-pièce, quoi. Donc là, ça introduit beaucoup de subtilité, quoi, de nuances. Oui, parce que c'est un livre dont la lecture, même si il y a quelques événements dramatiques qui d'ailleurs ne sont pas forcément jamais liés vraiment à Reza au cours de cette année, c'est un livre qui globalement est doux, parfois même drôle. C'est une vie normale sans anicroche. C'est plutôt comme vous l'avez dit, une rencontre, et c'est surtout pas un livre qui raconte le conflit, alors ni le conflit afghan, ni la question des migrants aujourd'hui. C'est un peu une réponse, vous venez d'en parler, mais une réponse à ce qu'on voit dans les informations en temps normal. Alors vous n'avez pas la télévision chez vous. Je suis quand même un petit peu au courant. Un peu au courant quand même. Est-ce que c'est quand même, ce livre-là, c'est aussi une réponse un peu politique à la façon dont les migrants sont traités dans l'actualité et par les politiques en France ? Oui, ça l'est forcément.
dès qu'on parle de ces questions-là, il y a toujours une personne pour vous dire si tu les aimes tant, ces migrants, t'as qu'à en prendre un chez toi. Ouais. Ça se termine toujours comme ça. Donc, là, c'est vraiment le faire au pied de la lettre. Vous l'avez fait pour ça? Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi Au je départ, l'ai fait. c'était... Non, je l'ai fait. Je l'ai fait sans y réfléchir. Ça s'est décidé vraiment d'une minute à l'autre. Évidemment, c'était un moment où il y avait de plus en plus de tentes dans Paris avec des espèces de camps sauvages de migrants près des ponts, sous les ponts du métro. Je sais pas, je ne veux pas faire de la psychologie râler pas crête, mais il y a sûrement un truc au fond de moi qui se sentait très très impuissant et triste, et c'était une manière beaucoup plus heureuse et profonde pas de répondre à cette question, parce qu'évidemment c'est une toute petite action mineure. Bon, c'est pas, ça a sûrement beaucoup plus d'efficacité politique, de militer dans des associations, d'avoir une parole publique par rapport à ces questions, peut-être même pour convaincre des gens de faire la même chose, que je fais pas. Moi, je passe pas du tout mes journées à dire accueillez des gens chez vous, soyez sympas, ouvrez vos portes. Non, c'est très personnel comme choix, ça aurait aucun sens de dire ça. Mais en tout cas, pour répondre à votre question sur la question politique, évidemment, il y a rien en fait de plus il y a rien de plus important quand on parle de questions politiques, de comprendre que c'est pas une question de gestion, c'est pas une question froide, c'est pas abstrait la politique, c'est évidemment extrêmement personnel, c'est dans le corps, la politique, ça traverse notre corps, donc c'est une manière assez idéale, je trouve, de vivre comme ça avec quelqu'un dont le corps est traversé par la guerre, par d'une certaine manière les talibans, la fuite, les noyades dans la Méditerranée, enfin tout ça il le porte en lui beaucoup plus que nous, parce que nous on voit ça derrière un écran sous forme d'information, et même si ça peut nous toucher très violemment, ça reste à distance. Et là, d'une certaine façon, ça simplifie les choses, parce que on n'est plus dans le discours. On a un truc absolument spontané et humain mais évidemment que si je me trouvais dans cette situation, j'aimerais absolument avoir en face de moi des êtres humains qui ne me laissent pas tomber. Et puis on n'est pas n'importe où. Je veux dire, on est en France, dans notre constitution, dans notre bloc de constitutionnalité, en tout cas, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et même si on se le dit pas tous les matins au petit-déj en se réveillant, on a ça en nous. On est traversé par ce texte. Et ce texte qui parle de nos droits naturels, donc ça me paraît, je trouve ça très beau, et il faut entendre ce mot naturel. Il s'agit du droit à la liberté, le droit à la sûreté, la résistance à l'oppression. Donc si les gens que nous n'accueillons pas ou que nous essayons d'accueillir ne sont pas dans cette situation de proclamer leur droit à cette sûreté, à cette liberté, et de résister à l'oppression, à toutes les persécutions dont ils sont victimes chez eux, je ne sais pas de quoi on parle. Enfin, c'est exactement ça. Pourquoi ce qui est censé nous porter, être plus grand que nous, les grands textes qui nous rassemblent, devraient cesser d'exister à la minute où enfin ils pourraient être effectifs et nous concerner dans notre vie, la plus concrète, la plus réelle. Bon. Et puis c'est aussi une question de que la vie soit vivante, quoi. Je sais pas comment dire. On peut parler pendant des heures, des milliers d'heures, mais au bout du compte, il s'agit d'être humain, quoi, et de se retrouver avec une personne qui effectivement pourrait être soi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus fort je sais pas comment dire, de se lancer dans ce genre d'aventure. Je veux dire, ce qu'on en retire de joie, d'intérêt, au sens où c'est très intéressant, on apprend plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses, surtout comment ça se passait quand on arrivait dans les camps de réfugiés, comment on passe les frontières, comment on repère l'endroit où passer la frontière sur Google Earth, et pourquoi on passe la frontière la nuit, et toutes ces petites choses qui en fait deviennent très, je sais pas comment dire, c'est pas une minute extraordinaire dans une vie, en fait. Pour des gens, c'est leur vie quotidienne d'épreuves, d'aventures, et ça, de le ressentir au plus près comme ça, je trouve ça très fort, quoi. La vie de Reza, on la prend par bribes, par petits morceaux au fur et à mesure du livre. Est-ce que vous pourriez en faire un autre livre? Est-ce que vous pourriez, pourquoi pas, même faire un livre avec lui pour raconter plus?
Alors, aller plus loin? je pense pas, parce que moi j'ai un rapport au roman qui est vraiment très particulier, c'est-à-dire que tous quand je commence à écrire un texte de fiction, je suis quand même dans une sorte d'état second de transe qui fait que je ne sais pas où part l'imagination, mais en tout cas je me laisse totalement porter. Et là, c'est tout à fait autre chose en fait. C'est un journal au plus proche et au plus sincère du quotidien, de ce qu'on a vécu ensemble, de mes enfants, de leur père, de Reza. Donc, je vois pas quel serait j'aurais l'impression de recycler ce texte qui, pour moi, est d'autant plus vrai qu'il est simple en fait. Et si je devais Il y a l'essentiel. Oui, et puis si j'en faisais un roman, j'ai l'impression que ça sous-entendrait que il faut insuffler du romanesque dans cette vie qui me paraît déjà tellement incroyable, enfin, son parcours tellement périlleux et puis qui force quand même l'admiration parce que ça suppose une petite dose de courage, d'endurance folle et puis d'imagination aussi parce qu'en fait il faut se débrouiller tout le temps, c'est une sorte de vie de survie et que non, je crois que je n'aimerais pas introduire pas de la fiction, mais introduire comment Oui, dire, du romanesque, ouais. du fabriqué en fait. Alors, Du suspense, ouais, de la voilà, tension. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'aurais pas envie un peu artificiellement de présenter sa vie comme un scénario avec des moments d'attente, de surprise, machin. Alors que là, en fait, justement, quand j'ai relu ce journal, je me suis dit, ah mais oui, mais en fait, il est inhérent à la vie, le entre guillemets suspense, l'émotion qui vient d'un coup, l'épisode auquel on ne s'attendait pas. Et donc voilà, le fait que ce soit aussi simple que ce qu'a été notre vie quotidienne et en même temps ponctué de tous ces moments très drôles ou très tristes où j'apprenais des choses sur sa vie d'un seul coup qui était comme une sorte d'épée tranchante en se disant oh là là, mon Dieu, comme c'est fou de penser que ce corps là tout près de moi qui prend sa douche juste derrière le mur, que j'entends dormir derrière la cloison la nuit, a vécu tout ça, transporte tout ça. Bon, je trouve ça plus fort que de le transformer en roman en réalité. Ce podcast, Émilie, il est né d'une envie très personnelle qui était de décrocher un peu des réseaux sociaux par mon métier de journaliste, Twitter, Facebook, on y est, et le podcast qu'on est en train d'enregistrer ensemble, on l'entendra aussi, les gens y auront accès grâce aux réseaux sociaux, mais j'avais envie aussi de revenir au livre et à une temporalité plus longue, et d'encourager les gens à lire, et je dis dans l'introduction de ce podcast que lire c'est un peu un acte de résistance en 2018, qu'on est un peu quand on prend le temps de lire, de s'arrêter dans la rue, dans le métro, sur un banc, peu importe, on est un peu des rebelles. Est-ce que les lecteurs de livres, de romans ou d'autres d'ailleurs sont des rebelles en 2018? Ah bah oui, ils sont absolument des rebelles parce que on peut pas comparer ce qu'est la lecture aujourd'hui de ce qu'était la lecture, ne serait-ce que dans mon enfance. Ça veut dire que là, notre temps est tellement morcelé que la lenteur de la lecture est déjà complètement, j'allais presque dire anachronique, mais en tout cas, oui, elle est rebelle. Parce que c'est une façon d'accepter la lenteur, le rythme des phrases qui défilent, tourner les pages, par rapport à la manière dont on a accès maintenant à plein de petits résumés, informations, vidéos très courtes. Bah, c'est sûr que c'est une façon un peu provocante de dire bah non, moi je suis dans une autre dans un autre rythme, un autre tempo. Et puis moi je sais pas, il faudrait interviewer des jeunes en plein âge de séduction aiguë, mais je trouve ça tellement sexy de voir des gens lire maintenant. Je trouve qu'il y a quelque chose de oui, il y a quelque chose à la fois de résistant et une sorte de, comment dire, de petit plaisir secret dans la lecture qui fait qu'on voit une personne lire et il y a comme un petit halo qui vibre autour de la personne. C'est-à-dire que par rapport à quelqu'un qui regarde son téléphone portable et qui regarde s'il a des notifications sur Facebook, machin, nan, nan, je trouve c'est comme un petit monde, un petit cocon qu'il y a autour et que je trouve très, très désirable, très beau. Et je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai envie de voir ça que je le vois, mais je prends beaucoup le métro à Paris et je vois plein de gens qui
relisent, j'allais dire. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de voir une sorte de vague de téléphone portable, de téléphone, machin. Mmh. Et là, je vois plein de gens lire et je me dis que peut-être c'est un sentiment qu'on partage de façon très collective, ce besoin de retrouver un abri, un lieu, en fait, dans les livres et de se protéger de ce truc qui est quand même assez agressif, et qui nous coupe en millions de petits bouts, que sont ce rapport au temps et à l'information très expéditive de tous nos réseaux sociaux et tout ça. On va terminer avec quelques conseils, quelques envies de lecture. Émilie, quel est le dernier livre que vous avez adoré et que vous recommandez aux gens qui nous écoutent ? Allez, si on avait juste un. Oui, alors là, je ne sais pas si c'est un conseil à donner, mais si, en même temps, c'est magnifique. Là, je viens de lire La correspondance du poète Yves Bonnefoy, avec tous les artistes intellectuels de son temps. Et qu'est-ce que c'est beau! Et c'est ce qui est magnifique, déjà, c'est de penser ce qu'ont été les lettres dans la vie des gens. C'est exactement ce qu'on disait du roman à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rythme dans les lettres, une façon de pouvoir dire des choses à des gens qu'on n'aurait aucune façon de leur dire en passant par autre chose, par un coup de téléphone, par un rendez-vous en face à face, par un mail même. C'est-à-dire que le fait que d'offrir son écriture à la main, la tendresse qu'on peut avoir, les choses qu'on s'autorise à dire, l'espèce de lyrisme aussi des lettres. Et là, il y a des lettres du poète, c'est entre donc le poète Jacques Dupin et Yves Bonnefoy, et c'est vraiment, mais c'est sublime parce que donc c'est Jacques Dupin qui, à la fin de sa vie, tous ses amis sont morts et il n'arrive plus à écrire, et il écrit au poète Bonnefoy qu'il a lu ses récents poèmes et qu'il sent que ça le fait sortir de lui et que ça le fait sortir de la cendre de sa nuit. Et je trouve ça hyper beau, cette idée de la cendre de la nuit, parce que tous les moments de découragement ou de mélancolie qu'on peut avoir, moi c'est vraiment ce que je me dis des livres, c'est que ça nous fait sortir de notre cendre, de ce petit sentiment qu'on est émietté et mort, et à n'importe quel moment, on peut renaître, rejaillir. Donc si, en fait, j'en recommande très, très, très chaudement la lecture. Mais évidemment, c'est une lecture un peu, qui est datée dans sa forme et en même temps qui est absolument intemporelle dans cet élan d'absolu amour de la littérature. C'est un texte magnifique. Est-ce qu'il y a un livre dans cette rentrée littéraire qui vous fait plus envie que les autres ? Oui, le livre que je n'ai pas encore lu, le livre d'Agnès de Sarthe. J'adore son écriture, je la trouve hilarante, tellement fine. Je trouve qu'elle saisit des choses de notre monde contemporain avec une acuité folle, et c'est quand même ça d'écrire aussi, c'est de ressentir comme si on attrapait à la pince à épiler très très finement des toutes petites des petites caractéristiques, des petits traits saillants de notre époque, et je trouve qu'elle aborde plein de choses extrêmement tabous là en l'occurrence d'une femme qui avance en âge, qui connaît tous les désagréments de la ménopause, et cette façon tellement bouleversante et sérieuse de parler de choses qui peuvent être un peu pathétiques. Je trouve qu'elle a une écriture fabuleuse. Donc oui, c'est le sien que je vais lire en premier. Est-ce que vous parlerez de notre interview dans votre journal ? Sûrement. Peut-être. J'espère que je vais au moins nous consacrer 4 lignes. 4 lignes au moins. Minimum. Ok, merci beaucoup Émilie pour ce petit moment. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous y abonner sur votre plateforme préférée. Pour retrouver les références des livres cités par Émilie de Turckheim, rendez-vous dans les notes de cet épisode. À bientôt et bonne lecture.